Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur la cybersécurité. Vous le savez tous, ou peut-être pas encore, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est assez connu. Dans le milieu de la cybersécurité, les périodes de vacances, c'est souvent des périodes qui sont propices pour les cyberattaquants parce que c'est le moment où on est le moins attentif, où parfois on reçoit le plus de mails, où on a le plus de choses à traiter en urgence. Et donc, c'est le moment où il faut être le plus vigilant, d'où l'intérêt de faire ce webinaire à ce moment-là, histoire de vous rappeler les gestes les bons gestes, et puis de vous parler un petit peu de comment les choses vont évoluer. Je suis accompagné aujourd'hui de Valentin Goulet. Valentin, je vais peut-être te laisser te présenter un petit peu. Bonjour à tous, Valentin Goulet, donc administrateur système et réseau chez RBI. Je vais essayer justement de vous apporter le côté technique, vous expliquer, vulgariser finalement les termes pour que tout le monde comprenne ce qui peut arriver tout simplement dans vos réseaux et qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier à ça. Tout à fait. Et donc moi, Antoine Martinière, je suis ingénieur commercial chez ABI et je fais partie de l'équipe commerciale. Certains d'entre vous me connaissent déjà puisque c'est moi votre contact. Et puis les autres, j'imagine que vos contacts sont soit Guillaume Richard, soit Théo Brett, en fonction de avec qui vous travaillez. Donc l'idée de ce webinaire, on va le faire on va avoir différentes petites étapes. Déjà, je vais en profiter pour vous remettre un petit peu le contexte de la cybersécurité aujourd'hui en 2026, que les choses ont un petit peu évolué. Certaines choses restent vraies, mais d'autres choses sont différentes puisque les choses se sont vraiment accélérées avec l'IA notamment qui va venir changer beaucoup de choses. Et puis Valentin va nous faire une petite démonstration. On va vous montrer aujourd'hui comment on fait pour créer une cyberattaque. C'est très simple, voire presque trop simple. Valentin va pouvoir vous montrer ça. Et puis on ira sur les gestes de premier secours. Que faire pour repérer une attaque? Que faire si jamais on a cliqué sur un lien? Et puis enfin, quels outils on aurait pu mettre en place? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme stratégie pour pouvoir s'assurer d'être protégé au moins sur la base de ce genre de petites attaques. Et puis, on terminera par des questions-réponses. N'hésitez pas à mettre vos questions au fur et à mesure. On les adressera à la fin du webinaire. Et puis, si c'est des questions un peu plus compliquées, on n'hésitera pas à venir vous voir en rendez-vous pour en discuter un petit peu plus avant. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre sur la cybersécurité? Déjà, je voulais commencer par vous montrer cette petite infographie, cette espèce de toile d'araignée. Certains d'entre vous l'ont déjà vu, puisqu'on l'a présenté à la matinale qu'on organise au mois de juin, comme on le fait chaque année, pour le club des référents. Et donc, cette toile, ça nous montre le risque cyber par type d'entreprise et par secteur d'entreprise. Déjà, ce qui est un petit peu choquant, c'est de se rendre compte qu'il n'y a aucune entreprise, aucun secteur qui est au risque zéro. Le minimum, on va être à 4 sur le commerce de gros, de détail, le BTP, ce genre de secteur d'activité. Et puis d'autres qui sont beaucoup plus sujets. On va penser par exemple à la santé, à l'administration publique, aux finances, à l'informatique, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, personne n'est à l'abri et il y en a qui sont d'autant plus concernés. Donc avoir un minimum de protection, c'est important, puisque la question n'est plus de savoir est-ce que potentiellement je suis une cible? La réponse est oui, vous êtes une cible, puisque les cyberattaques aujourd'hui sont opportunistes et vont plutôt chercher à attaquer à la moindre opportunité, à saisir la moindre petite faiblesse, plutôt que de se dire ça c'est un secteur qui est intéressant, puisque tous les secteurs sont intéressants. Maintenant, et puis je vais plutôt laisser la parole à Valentin pour le coup, on va vous parler des différents types de cyberattaques auxquelles vous êtes probablement confrontés au quotidien, que ce soit en tant que personne individuelle ou en tant qu'entreprise, en tant qu'utilisateur. Donc c'est ça, on va refaire un petit passage sur les différents types de cyberattaques, en partant par la plus répandue finalement, parce que c'est plus une attaque de masse, hein. Donc le phishing, hein, tout simplement, c'est un envoi de mail massif, hein, dans le but justement de récupérer des informations, plus de la récupération d'informations pour ensuite faire des attaques un peu plus ciblées justement, qu'on verra un peu plus tard, hein. Donc forcément, c'est la plus répandue, la plus facile à mettre en place, hein. C'est ce qu'on verra d'ailleurs, lors d'une démo, tout à l'heure, hein. Donc ensuite le smishing, hein, qui est, un peu, au lieu d'être par mail, tout simplement, c'est par SMS, hein. Je pense que vous en avez tous, reçu des SMS de votre livreur avec un lien un petit peu bizarre, on va dire, hein. Forcément, vous cliquez dessus, vous donnez vos informations, c'est bon, vous venez de vous faire avoir. Et donc, l'attaquant a déjà, récupéré des informations qu'il n'avait pas, sur vous et il peut justement, au fur et à mesure remplir, on peut dire une fiche, hein, de l'ensemble de vos informations qui vont lui servir par la suite pour d'autres attaques. Le phishing également, hein, qui est par téléphone. C'est vrai que les 2 peuvent être, un petit peu reliés, hein. C'est vrai qu'en général, on peut vous faire croire par SMS justement un colis qui rentre pas dans votre boîte aux lettres.
Donc du coup, il faut payer un petit supplément pour justement que le colis puisse être livré. On vous met un petit lien, vous cliquez sur le lien, vous donnez justement vos informations, on vous dit qu'il faut seulement payer 1 euro. Bon, 1 euro, c'est pas la fin du monde, donc vous donnez toutes vos coordonnées bancaires. Bon, après, finalement, elles sont récupérées, et puis par la suite, vous recevez un petit appel, hein, qui vous fait comprendre que c'est le service sécurité de votre banque qui vient de voir qu'il y avait potentiellement une cyberattaque en cours sur votre compte, et que par sécurité, justement, il faut enlever tout ce que vous avez sur votre compte et le mettre sur un compte sécurisé, qui a été forcément créé par l'attaquant. Il vous donne justement donc le RIB, hein, pour que vous soyez la personne qui effectue ce virement. Et du coup, l'avantage, c'est que par la suite, on peut rien faire parce que du coup, c'est vous-même finalement qui avez fait le virement. Donc, ça veut dire que personne ne peut prouver finalement que c'est l'attaquant qui vous a obligé à faire ce virement. Et puis derrière, après, l'argent, elle est perdue et c'est tout gagnant pour l'attaquant. Et après, on C'est va ça. avoir des attaques un petit peu plus ciblées, hein. Donc le bec, hein, c'est pour ça qu'elles sont un peu moins répandues finalement, parce que c'est moins de la masse, c'est plus des attaques qu'on voit en second plan par la suite, une fois que des données ont été récupérées. Le bec, c'est qu'on a réussi justement à prendre la main sur une boîte mail d'une personne qui a un petit peu plus de pouvoir, hein. Donc un PDG, une personne, pourquoi pas, de l'IT, ou une personne, une assistante de direction, peu importe, hein, finalement. Et ça veut dire qu'on peut, par ce biais-là, rentrer dans des discussions justement entre, pourquoi pas, responsables ou autres, et puis finalement dire, je suis en réunion, est-ce que tu peux faire un virement de temps vers tel RIB? C'est assez urgent, merci, et je suis pas forcément joignable, quoi. Donc là, finalement, on incorpore finalement une notion d'urgence, justement pour que la personne qui reçoit le mail se dise, ah c'est mon PDG qui me parle, il faut que je fasse un virement, c'est urgent. Bon, il n'est pas joignable, bon, il me donne la responsabilité de faire le virement. Bon, ça vient de lui, donc je peux faire le virement. Et finalement, après, quand c'est réellement le vrai mail qui arrive, l'entreprise me dit, non, nous, on n'a jamais reçu l'argent. Je pense que l'argent, vous l'avez donné à quelqu'un d'autre. Donc, C'est c'est trop ça. tard. L'argent est parti bien loin pour le coup. Enfin, et le spear phishing, c'est un peu c'est une attaque ciblée, hein, également. C'est-à-dire qu'avec les attaques précédentes, on a récupéré vos informations. Et du coup, c'est pareil. On sait le message, quel message vous envoyez suivant votre domaine de métier, suivant votre rôle dans l'entreprise, pour récupérer des données encore plus confidentielles, hein, et pour également faire une attaque, et puis pourquoi pas avoir par la suite des accès dans votre entreprise, hein, finalement. On le verra plus tard, une fois qu'on a des accès, on peut trouver des failles et finalement accéder directement au système d'information de votre entreprise et faire des attaques encore plus paralysantes pour l'entreprise. C'est ça. Faut se dire que effectivement, le spear phishing, c'est vraiment extrêmement ciblé et c'est écouter que les gens ont un peu plus d'informations. Informations qui sont pas dures à trouver. En général, elles sont sur LinkedIn, hein. Malheureusement, on donne En beaucoup grande partie. d'informations là-dessus. Hop. Alors ça, c'est un sujet, certains d'entre vous l'ont aussi déjà vu quand ils étaient à la matinale, mais ça, c'est assez important puisqu'en fait, c'est vraiment la réalité aujourd'hui de la cybersécurité a énormément changé. En 2018, on estimait que lorsqu'une faille de sécurité avait été détectée, et puis donc publiée, hein, comme c'est obligatoire, on détecte on déclare auprès de l'ANSSI, l'Agence nationale de cybersécurité, en fait, on prenait à peu près 2 ans à venir pouvoir être capable de l'exploiter. Donc, c'est-à-dire entre le moment où on la trouvait, les hackers mettaient 2 ans, 2 ans et demi pour pouvoir s'en servir. Aujourd'hui, en 2026, on parle de 2 jours. Et c'est un temps qui ne fait que de diminuer. Potentiellement, en quelques heures, on peut exploiter une faille de sécurité qui a été détectée. Alors ça, il n'y a pas de mystère, hein, on sait exactement pourquoi. Ce sont des outils IA, des langages des LLM, des outils comme par exemple Claude, avec son fameux Fable 5, Mythos, ce genre de fonctionnement, qui vont venir permettre d'exploiter ces failles de sécurité de façon beaucoup plus rapide. Et donc, on est dans une façon où on va venir changer notre façon de travailler et de fonctionner. Avant, on avait le temps tranquillement de patcher ces failles de sécurité. Aujourd'hui, on est obligé de tout couper immédiatement et de dire, là, on a une faille de sécurité, il faut qu'on coupe le service ou qu'on trouve une solution immédiate pour le régler. Donc, on se rend vraiment compte que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide de venir exploiter des failles de sécurité. Alors, sans aller sur de l'exploitation de failles de sécurité, on va vous montrer comment est-ce que Valentin va nous créer une cyberattaque en quelques minutes. Alors,
On va pas vous montrer comment le faire jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on va vous montrer uniquement comment générer un mail et générer une page, vous allez voir ça, mais on vous montrera pas comment, comment le mettre en ligne et vraiment la mettre en place. Mais il faut savoir que c'est pas beaucoup plus compliqué que ce qu'on va vous montrer. Donc, je Donc te pour laisse ce peut-être test, du reprendre coup, la main, Valentin. ouais, pour ce test, du coup, je vais m'appuyer, hop, je vais partager mon écran. Je vais m'appuyer sur Grok, qui est intelligence artificielle de chez Twitter Twitter, X. hein. Du coup, j'ai déjà préparé un prompt, hein. Le prompt, c'est finalement Alors, pourquoi c'est Valentin a le choisi questionnement. Grok? C'est assez simple. En fait, Grok n'est pas forcément l'IA la plus pertinente, la plus puissante, mais c'est celle qui, en tout cas, qui est disponible sur le marché sans trop de difficultés, qui permet de faire le plus de choses sans trop poser de questions. C'est-à-dire qu'elle a le module éthique le plus bas. Donc, lui demander de faire ça, c'est pas très très compliqué, sachant que c'est aussi possible, mais ça, on va pas vous montrer comment le faire, c'est possible d'avoir des modèles qui sont non censurés, de les mettre sur les machines et d'obtenir le même type de résultat, voire même encore plus efficace, sans trop de difficultés. Donc là, c'est ça, finalement, je donne. Bon, j'ai préparé un petit texte pour gagner un petit peu de temps, mais du coup, c'est pas beaucoup plus compliqué, hein. Finalement, on demande un prompt et puis finalement, on peut le recopier par la suite dans Grok. Donc là, je lui ai demandé justement de me créer un petit peu une représentation d'un mail en HTML et puis de me faire justement une landing page. Donc, c'est-à-dire une page par la suite de présentation sur laquelle justement on sera redirigé quand on va copier sur le lien. Donc là, après, ce qu'on peut déjà voir, c'est que directement, il est en train de me faire le nécessaire en HTML en direct, hein. Donc c'est vrai que ça peut nous montrer un petit peu ce qui se passe derrière la page justement qui va être affichée ensuite. Hop, donc là, on va le laisser travailler un tout petit peu. C'est assez rapide en soi, hein, vu ce qu'il va nous donner par la suite. Ouais, c'est ça la problématique qu'il peut y avoir, c'est que des fois, je lui demande deux pages, il m'en donne qu'une. Heureusement, j'avais préparé le coup pour vous donner un petit peu l'idée. C'est que du coup, donc là, ça peut être justement le corps du mail, hein, tout simplement. On revient sur la notion d'urgence, hein, directement, des gros carrés, attention, urgence, votre poste et votre contrat 6.5 ont été compromis. Donc, si rien n'est fait dans les 2 heures, bah, il nous décrit tout ce qui va être fait justement pour amener le côté stress, hein, finalement. Et par la suite, justement, on a un petit lien là, vérifier, débloquer mon compte maintenant. Ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'on est redirigé vers une page. Là, le logo Microsoft ne fonctionne pas forcément, mais bon, c'est logique, hein, c'est le petit côté démo. Où là, du coup, nous, on donne nos informations, adresse mail Microsoft, mot de passe Microsoft, on clique sur suivant. Et on voit que pour le coup, il se passe rien, ou on est tombé sur une page complètement bateau à côté. Finalement, ce qui se passe derrière, c'est qu'on était sur une fausse page, hein, tout simplement. L'attaquant vient de récupérer nos informations, adresse mail, mot de passe. Il peut se connecter justement à notre adresse mail, hein, si pas MFA, on va en parler tout à l'heure. Mais pour le coup, il peut par la suite, bah, justement, refaire une attaque de phishing par la suite, mais ciblée du coup, parce qu'il a accès directement à tout notre carnet d'adresses de notre entreprise et éventuellement nos fournisseurs et contacts d'autres entreprises. Et par la suite, justement, bah, ça permet de faire encore une attaque à plus grande échelle, hein. Et là, Valentin l'a demandé en français, mais rien ne l'empêche de lui demander en anglais, en allemand, en pakistanais, en ce qu'on veut, en mandarin. Il le fera sans difficulté, en fait, puisque bah, le traduire dans toutes les langues, ça lui pose aucune difficulté. De plus, vous avez vu, il y avait un petit bandeau. Attention, ceci est à but éducatif. Il est en clair dans le texte, dans le HTML. Valentin pourrait juste le Modifier le prendre, HTML. l'enlever complètement et on n'a plus cet avertissement. Donc assez facile à mettre en place ce genre de cyberattaque, assez facile à envoyer et puis en vérité, on peut en envoyer tous les jours à des bases de contacts qu'on achète sur le dark web. Ça coûte pas très cher, hein, je crois que c'est 150-200 euros la base de contact si ça vous intéresse. Donc voilà pour le genre de cyberattaque qu'on est capable de mettre. Maintenant, on va revenir un petit peu sur des exemples, des vrais exemples de cyberattaques qu'on a pu soit recevoir nous, soit des clients à nous, pour vous montrer un petit peu comment on peut repérer ces cyberattaques. Parce que certes, l'IA est très pertinente pour en faire, et quand on les voit, on y croit vraiment, hein, on pourrait vraiment y croire, mais il y a quelques petits signes auxquels il faut faire attention, que vous allez pouvoir repérer. Et donc, si il veut bien me mettre
la première page. Valentin, je vais peut-être te laisser reprendre la Je main vais sur reprendre la main, il n'y a celui-là. pas de souci, ouais. Bon, après, là, du coup, il faut se mettre dans l'idée que finalement, on est entre guillemets le patient zéro, hein, parce que c'est vrai que du coup, le premier mail va être justement envoyé éventuellement avec un faux domaine finalement, hein. C'est vrai que c'est pareil, là, ce qu'il y a derrière le arrobase, donc c'est s-office.outlook.fr, directement, toute cette partie-là, finalement, ça peut être un domaine, hein, qu'on n'achète pas très cher également, hein. Ils sont disponibles après sous toutes les extensions qu'on souhaite. On peut justement acheter un domaine qui se rapproche d'un nom d'une entreprise qui peut être connu. Là, c'est vrai que du coup, Outlook, tout le monde connaît Outlook, ça peut être Microsoft aussi, et après, finalement, juste changer un caractère, hein. Là, Ça on a pourrait pris être l'exemple finalement RVI avec un du L au lieu d'un zéro, mais I. au lieu d'un O, au lieu de deux O, enfin, logiquement, c'est deux O, là, il y a un zéro finalement. Mais c'est vrai que si on regarde rapidement le mail et qu'on ne fait pas forcément attention à l'expéditeur, finalement, à la place de Outlook, là, on peut afficher entre guillemets ce qu'on veut, hein. C'est vrai qu'il y a des techniques aussi pour afficher le texte qu'on souhaite. Donc, on peut mettre un nom qui paraît totalement possible et derrière, finalement, mettre une adresse totalement bidon. Et par la suite, donc bien regarder, pareil, hein, l'objet du mail, se poser la question si on est concerné, tout simplement. C'est vrai que bon, là, Outlook, on parle d'Outlook, Office 365. Bon, est-ce que, il y a réellement un raccord? Est-ce que notre messagerie est sur Office 365 ou est-ce qu'on est encore en interne sur du Exchange? Après, ça peut être ça avec tous les applicatifs, hein, entre guillemets, se poser la question si dans l'entreprise, finalement, on a cet applicatif. Ça peut déjà être aussi un premier cas de figure. On va prendre l'optique justement que on clique justement sur ce lien et finalement, comme l'exemple qu'on a eu avec Grok tout à l'heure, hein, c'est qu'on va tomber, si tu peux passer à la diapo suivante, Antoine. Ouais, bien sûr. On va tomber un petit peu sur la même page qu'on a eu tout à l'heure. Bon, là, du coup, le logo Microsoft apparaît comme on est sur une image, donc il n'y a pas de problème. Et encore une fois, bon, ça nous paraît une page fiable, hein, il n'y a pas de problème. On met notre login, mot de passe et du coup, on se fait avoir. Bon, après, c'est vrai que du coup, bon, chez plusieurs de nos clients, c'est déjà arrivé. La logique par la suite, c'est que du coup, l'attaquant a accès à la boîte mail. Il peut justement mettre en place une règle. En général, ils mettent des règles pour les mails qui vont être reçus par la suite pour justement que la personne qui vient de se faire attaquer et l'adresse est utilisée pour faire justement un envoi de masse, on ne puisse pas la prévenir finalement que c'est fait avoir. C'est-à-dire que par la suite, l'attaquant met une règle, hein, tous les mails reçus par cette boîte mail vont directement dans la boîte mail, dans les éléments supprimés. Ça veut dire qu'il n'y a aucun visu et la personne, sans s'en rendre compte finalement directement, on peut faire plusieurs salves de mails, hein. Et c'est vrai que bon, s'il n'y a pas un blocage du nom de domaine pour justement bloquer ça ou autre, finalement, ça peut durer assez longtemps. Et c'est vrai que bon, l'attaque, plus elle va durer de temps et plus l'attaquant va avoir accès à la boîte mail, plus il va pouvoir justement envoyer le mail, hein, et récupérer par la suite des informations pour continuer tout simplement son attaque, hein. Ouais, et ça, c'est le genre d'attaques les plus courantes, on va avoir régulièrement. La dernière en date dont moi j'ai entendu parler, c'était cette semaine, hein, et on en a au moins une par mois, voire plus souvent. C'est vrai que c'est des genres de cyberattaques qui sont assez faciles de se faire avoir, et c'est là où il faut vraiment être attentif, notamment quand vous allez cliquer sur des liens, si les liens sont... Enfin, déjà, ne cliquez pas sur des liens. Et ensuite, les liens, quand vous mettez votre souris au-dessus, vous allez voir qu'est-ce que c'est vraiment, et vous allez parfois avoir des trucs extrêmement longs, extrêmement douteux, qui ne correspondent pas du tout à des noms de domaine de Microsoft. Nom de domaine, encore une fois, c'est vraiment la chose auquel il faut faire attention pour être sûr que vous êtes sur le bon lien, vérifier que c'est bien un HTTPS, même si aujourd'hui c'est de plus en plus facile d'en avoir des sécurisations. Bon, il faut faire attention sur ça. Et puis d'ailleurs, je pense qu'on va pouvoir vous montrer un petit peu plus les différentes règles, que faire en cas de phishing, comment faire pour les repérer, les bonnes pratiques. Et puis à la fin de finir sur les conséquences. Donc Valentin, Bah, il en parlait un petit peu plus tôt. pour commencer, c'est ça. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc vérifier l'expéditeur, hein. C'est vrai qu'on vous le dira jamais assez. Il faut vérifier et le nom, mais qui peut être justement trafiqué, et l'adresse mail, hein, pour être sûr que c'est légitime. Après, c'est vrai que du coup, si la boîte mail justement en question s'est fait
Les victimes de phishing, bah, finalement, l'adresse mail va être la bonne, hein. Donc, c'est vrai que ça ne suffit pas finalement à vérifier qu'on n'est pas victime d'une cyberattaque. Donc, par la Après, suite, comme l'a dit Antoine, ne pas vérifier cliquer sur l'expéditeur, les ça peut être liens. juste de l'appeler, hein. C'est tout simplement appeler les personnes pour vérifier que c'est bien eux. C'est ça, une vérification par téléphone est toujours mieux que juste comme ça, parce que même lui renvoyer un mail, finalement, ça va pas arranger les choses, hein. Avoir la personne en direct, c'est toujours le mieux. Exactement. Donc ne pas cliquer sur les liens, comme l'a dit Antoine. Après, c'est vrai qu'en plus des systèmes maintenant permettent de justement raccourcir les liens. Donc c'est vrai que même si même le lien peut être caché finalement derrière un système de raccourcisseur de liens, et finalement, bah, c'est ni vu ni connu, entre guillemets, quoi. C'est ça, donc là, la bonne pratique, c'est toujours de se dire, bah, je sais pas, j'ai reçu un mail de Microsoft, un mail de Dropbox, quoi que ce soit. Je vais en direct sur le site internet, je me connecte en ayant été moi-même sur le compte Google, en fait, depuis Google, ou Mozilla ou autre, en fonction de ce que vous utilisez comme navigateur, de façon à être sûr d'arriver sur la bonne page et pas de cliquer sur un lien qui vous emmènera sur quelque chose de factice, comme on a pu vous le montrer aujourd'hui. Et puis, bah, ne pas fournir d'informations personnelles, ça paraît être une évidence, mais en fait, qu'est-ce qui constitue une information personnelle? Certaines choses, en fait, le sont même sans le savoir, que ce soit votre nom, votre prénom, le nom du milieu, c'est votre second prénom, votre numéro de téléphone, vos mails, tout ça, c'est des choses qui peuvent être utilisées, et surtout une fois qu'elles sont dans la nature, entre guillemets, eh ben, c'est très compliqué pour pouvoir, voire même impossible, en fait, pour les supprimer. Et puis surtout, elles sont dans un réseau de criminels qui va venir s'échanger ces différents contacts et ces informations-là. Et donc, bah, vous n'allez pas forcément pouvoir les récupérer. Mais ça va être aussi potentiellement des choses comme, bah, je sais pas, le fait d'avoir l'habitude d'aller tous les mardis, je sais pas, faire du sport, d'avoir des rendez-vous. Ce genre d'informations-là, ça reste des informations personnelles qui peuvent être exploitées par des cybercriminels à un moment. Faire attention à ce que vous partagez. Et puis enfin, signaler le mail, ça paraît être une évidence, c'est-à-dire que vous allez prévenir RBI, vous allez prévenir votre référent informatique pour leur dire attention, ce mail il m'a l'air douteux, je suis pas trop sûr que ce soit un vrai mail, qu'est-ce que vous en pensez? Et si on vous a bien confirmé que c'était un mail de phishing et que vous le savez, c'est de prévenir toutes les parties qui pourraient être prenantes, c'est-à-dire vos contacts qui pourraient potentiellement avoir reçu le même mail, vos collègues, vos fournisseurs, vos prestataires, tout le monde en fait qui pourrait se retrouver dans cette chose, parce que plus les gens seront au courant qu'il y a une cyberattaque en cours, qu'il y a un mail de ce type-là qui pourrait potentiellement être une fraude, bah, moins il y a de personnes qui cliqueront dessus, et bah, du coup plus les gens seront protégés en général. Et puis ben, une fois que le mail a été est signalé, pas besoin de le garder, supprimez-le, débarrassez-vous-en, on n'en a pas besoin. Maintenant, on va imaginer que vous n'avez pas eu ce webinaire, vous n'avez pas été attentif, vous êtes rentré de vacances, vous avez cliqué sur plein de choses et vous avez cliqué sur un mail. Vous vous êtes rendu compte, heureusement, ou alors pas immédiatement. Qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce qu'on pallie à ce problème, Valentin? Ah bah, du coup, la première chose, forcément, c'est évident, hein, c'est changer son mot de passe. Après, si vous savez pas forcément comment le faire, ou si vous n'avez pas la possibilité, hein, c'est directement prendre contact avec RBI. Donc pour le coup, pour que nous, on vous aide dans cette démarche et qu'on modifie justement le mot de passe. Dans le cas où justement il n'y a pas le MFA, hein, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vrai que c'est une sécurité en plus qui est mise en place bah, sur vos messageries ou vos applications, hein. Je pense que maintenant vous connaissez tous plus ou moins ça pour vos banques, par exemple, ou Ça. vos comptes pour les impôts. Il y en a un petit peu partout, hein. C'est tout simplement ce que vous recevez bah, par SMS, ou éventuellement un mail avec un code, un SMS avec un code, ou éventuellement par le biais d'applicatifs, hein, Authenticator pour le citer, ou éventuellement Duo, quoi. Où là, du coup, on va rajouter justement une sécurité qu'on va détailler un petit peu plus tard, mais où justement vous avez vous un rôle à jouer, et il y a une autorisation en plus que seulement le mot de passe en tant que protection, quoi. C'est ça. Aujourd'hui, l'authentification multifacteur, je sais que certains d'entre vous n'en sont pas très fans puisque ça vous ralentit un petit peu dans certaines connexions, mais ça devient impératif en fait parce que c'est tellement facile de récupérer des logins et des mots de passe. On l'a bien vu, hein, il suffit d'un petit moment d'inattention. Si vous avez un MFA, vous avez cette protection qui sera en plus et qui va venir empêcher des hackers de se connecter, même si ils ont réussi à obtenir vos identifiants, parce que le but, c'est de s'assurer que la personne qui tente de se connecter est bien la personne qu'elle prétend être. C'est surtout ça le sujet là-dessus. Et puis ensuite, on a
Vérifiez vos comptes bancaires. Alors, je parle des comptes bancaires, mais c'est vérifier vos comptes en règle générale, c'est-à-dire vérifier tout ce qui potentiellement peut avoir été touché par cette cyberattaque, et pas juste 2-3 jours après. C'est d'avoir une vigilance sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, d'avoir un œil une fois de temps en temps pour vérifier qu'il n'y ait pas d'activité suspecte. Parce que généralement, les cybercriminels, quand ils vont venir rentrer dans un système, quand ils vont avoir un code, ils vont avoir tendance à s'arranger pour essayer de rester dedans le plus longtemps possible et pour pouvoir faire une action plus tard. C'est-à-dire que c'est pas immédiatement après la cyberattaque que quelque chose va se déclencher, c'est bien plus tard. D'autant plus que souvent, ce qui est fait, c'est qu'une fois que vos informations, qu'il y a des choses qui sont récupérées, c'est pas le cybercriminel qui vous a envoyé la cyberattaque qui va venir l'exploiter, c'est un autre à qui on a vendu ces informations-là, à qui lui, son métier, il est spécialisé dans le fait de venir exploiter ces données-là. Et c'est là où c'est un petit peu insidieux et une attaque peut se passer sur plusieurs mois, voire plusieurs années dans les pires des situations. Puis ben, on parlait de signaler l'attaque, ça c'est toujours le sujet, hein, c'est toujours le réflexe, toujours le dire, et surtout, quand vous allez avoir été victime de cette cyberattaque, c'est pas de le cacher en se disant ah mince, la honte, je me suis fait avoir. Non, si vous le cachez, c'est encore pire. Il vaut mieux vraiment le dire, être honnête, prévenir même vos partenaires qui potentiellement, eux, pourraient se retrouver influencés, parce que sinon, c'est prendre le risque que eux se fassent avoir par votre biais, parce que ce sont les données que vous possédez qui ont été transmises, ce sont des informations que vous possédez qui ont été transmises aux cyberattaquants, et ben, eux vont pouvoir les exploiter pour attaquer vos partenaires. Donc, il vaut mieux leur donner l'information, qu'ils soient préparés, quitte à ce qu'ils changent leur mot de passe aussi de leur côté, mettent en place des protocoles, ce genre de choses. Et puis, la dernière étape, ça, c'est une étape que généralement, c'est RBI qui va le faire, mais dans votre vie quotidienne, si vous vous faites attaquer en tant qu'utilisateur, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire, la partie antivirus, Valentin. Bah, c'est ça, scanner votre appareil, hein, tout simplement pour être sûr que, bah, par ce biais-là, finalement, rien n'a été récupéré sur votre poste et que, bah, comme le dit Antoine, hein, c'est vrai qu'une fois qu'ils ont accès à votre poste, ils peuvent rester, sans rien faire. Après, c'est vrai que suivant justement l'antivirus que vous avez, bah, les logiciels sont de plus en plus, développés maintenant. C'est vrai que les dernières versions d'antivirus, sont un peu plus, poussées et arrivent justement à pallier ces logiciels, mais les anciennes versions, d'antivirus n'étaient pas, assez coriaces à ce niveau-là. Mais c'est C'est toujours ça. bien de, scanner l'appareil, malgré que, peut y avoir un suivi, plus poussé justement avec les nouvelles solutions. C'est ça, puis ça nous permet de retrouver s'il y a quelque chose sur le système d'information, de retrouver d'où ça vient et de savoir qu'est-ce qui est infecté. On va accélérer un petit peu parce que je vois que le temps file. On va maintenant passer aux différentes conséquences. Alors on va le faire très rapidement, puis on ira assez vite sur les solutions. On pourra revenir vers vous sur la partie solution. Tout à Donc fait. les conséquences d'un mail de phishing, ouais, je vais te laisser peut-être Bah, c'est vrai commencer, qu'on en a Valentin. parlé déjà plus ou moins tout du long, hein. Finalement, c'est le risque financier, hein. C'est vrai que, directement, bah, ils récupèrent des informations, donc ça veut dire que, ça peut être des informations bancaires. Directement, ces informations peuvent être, récupérées, hein, finalement pour faire de faux documents, bancaires et par la suite, bah, récupérer justement de l'argent, par la modification, frauduleuse de ces RIB. Donc c'est vrai que le risque financier est le plus important et c'est ce qui est de toute façon, le but, des attaquants, hein. Finalement, ils font pas ça pour rien, hein. C'est pour gagner de l'argent quoi qu'il arrive à la fin. Ça. Ensuite, l'usurpation d'identité, ça c'est un vrai risque et c'est surtout c'est celui qui est sans doute le plus insidieux puisque c'est quelque chose qui est très difficile à prouver. Une fois qu'ils ont récupéré vos informations, que ce soit des noms, prénoms, des cartes d'identité, des numéros de sécurité sociale, ils vont être capables en fait de créer de faux comptes à vos noms, de créer des faux comptes bancaires par exemple pour pouvoir faire du blanchiment d'argent. L'idée c'est de créer un faux compte PayPal, de faire transiter de l'argent par là de façon à venir rendre beaucoup plus compliqué pour les services juridiques et de la police tout simplement d'identifier par où est passé l'argent, par où a transité tous ces biens mal acquis. Et potentiellement, vous êtes responsable, puisque c'est vous qui avez créé le compte. Alors, c'est un cyberattaquant qui l'a fait, mais ça devient très compliqué de prouver que c'était pas vous, puisqu'ils ont utilisé vos informations et vos sujets pour pouvoir le créer. Et donc, potentiellement, c'est aussi cibler vos contacts et puis une atteinte à la réputation, puisqu'en en se faisant passer pour vous et en demandant à des gens de faire des actions, bah, les gens vont penser potentiellement que c'est vous qui avez demandé de faire quelque chose, et puis de venir le prouver, ça devient très compliqué, très long.
C'est une question de confiance qui est brisée à ce moment-là. Ça peut être extrêmement complexe. Et puis, on le disait un peu plus tôt, ce ne sont pas les cyberattaquants qui vont venir récupérer votre système d'information et vos données, qui vont les exploiter. Il y a une revente d'informations qui se fait derrière. C'est ça. Et par la suite, bah, la partie attaque de votre SI, hein, forcément, ça peut être une finalité pour l'attaquant. S'il a réussi à récupérer des accès qui peuvent permettre de rentrer par une faille sur votre système, bah, il va s'en prendre à cœur joie du coup. Et puis, bah, le but par la suite, c'est d'immobiliser bah, l'entreprise, hein, forcément, pour que par la suite, on puisse demander justement un décryptage. Donc, ça veut dire que finalement, ils vont venir crypter. Donc, ça veut dire rendre inutilisable l'ensemble de vos données. Ça veut dire que bah, vous arrivez un matin finalement et puis plus rien fonctionne. Tout Mm. simplement parce que toutes les données de l'ensemble de vos serveurs finalement viennent d'être cryptées et bah, le système d'exploitation n'arrive de toute façon plus à les déchiffrer. Et puis, bah, de toute façon, tous vos serveurs se sont éteints et ne sont plus dans un état de fonctionner. C'est La ça. suite, c'est que le cyberattaquant, justement, vous envoie quand même, ou vous laisse un petit bloc-notes avec un message texte, hein, en général, ou vous envoie un mail, hein, vous indiquant justement que bah, si vous versez une certaine somme en crypto-monnaie, forcément, sur, sur tel compte Bitcoin, bah, du coup, il va potentiellement vous envoyer un outil pour décrypter vos données. Bon, forcément, si vous donnez l'argent, c'est même pas sûr que vous allez avoir de l'aide à ce niveau-là, hein, forcément. Euh, c'est le risque. Je pense que c'est pas un risque à prendre. C'est vrai qu'il faut, bah, dans ce biais-là, c'est pas forcément le sujet, mais se baser sur des sauvegardes, hein. On ne le dira jamais assez. Avoir des sauvegardes qui fonctionnent, c'est le C'est principal et du impératif. coup, ça peut permettre dans ce genre de circonstances de se relever assez rapidement. Sachant que pour Alors, le coup, c'est vrai que, il y a toujours une problématique derrière, c'est que on ne sait pas depuis combien de temps, les attaquants étaient ici. Donc il y a d'autres, démarches, c'est ça. par la suite à mettre en place pour, resécuriser complètement votre, système d'information. C'est ça, Valentin dit que c'est assez facile de la remonter si on a le sauvegarde. Oui, mais il faut quand même se dire qu'une cyberattaque, potentiellement, c'est 3-4 jours pour les équipes d'RBI pour pouvoir remonter tout votre système d'information derrière. Et donc, forcément, c'est du temps, c'est de la perte, c'est de la perte, en fait, de production. C'est un moment pendant lequel vous n'allez pas trop savoir ce qu'il en est. Et puis, c'est potentiellement des doubles et des triples extorsions derrière où les cyberattaquants vont vous dire, on possède vos données, bah, payez-nous si vous voulez pas qu'on les transmette. Et la troisième, c'est qu'ils vont quand même les transmettre et vous allez vous retrouver dans des situations où les cyberattaquants vont avoir donné à d'autres cyberattaquants des informations sur vos utilisateurs, des données sensibles, des données importantes et qui vont du coup pouvoir être exploitées pour pouvoir attaquer d'autres personnes. Vous allez avoir tous les jours des cyberattaques. Il y a un petit site qui s'appelle French Cyber Attack sur lequel vous allez trouver toutes les dernières cyberattaques qui ont été mises. Et il y en a tous les jours, hein, et des cyberattaques avec des fuites de données, on en entend régulièrement parler. Comme je disais, on va passer assez rapidement sur les solutions que nous, on peut vous recommander à mettre en place, qui sont plus des stratégies aujourd'hui à mettre en place. La solution anti-spam, c'est un petit peu une évidence. Vadé, aujourd'hui, nous, on l'installe chez beaucoup de clients parce que ça va venir permettre de scanner les mails entrants et grâce à l'intelligence artificielle, parce que oui, ça permet de faire des cyberattaques, mais ça nous permet de nous en protéger aussi. On va être capable de scanner le mail, d'avoir plus de 150 points d'analyse en fait qui vont venir nous permettre de savoir si oui ou non on peut faire confiance à ce mail, que ce soit le nom de domaine, par où, sur quel serveur est hébergé les mails ou les données, quel type de lien il y a, est-ce que le logo est un logo officiel, quel est le langage du mail, est-ce que c'est quelque chose que typiquement on va retrouver dans des types de mails, et on va être capable de venir les classifier avec malware par exemple étant un mail avec un virus, un mail de phishing, un mail de scam ou tout simplement des spams un peu plus lambda, donc ça permet de faire le tri. Et donc ça, c'est l'anti-spam, c'est bon, vraiment, on se rend compte qu'une fois que c'est mis en place, ça permet vraiment de simplifier la vie des gens. Enfin, on va avoir KeePass. Ça, c'est une solution qui va venir permettre de faire de la gestion de mot de passe. Aujourd'hui, vous avez plein de solutions qui existent sur le marché, dont on vous propose KeePass tout simplement parce que c'est la solution qui est recommandée par l'ANSSI. C'est une solution française qui est en open source. Donc, ça veut dire open source, ça veut dire qu'elle est gratuite. Ça veut dire qu'elle est mise à disposition. Et le gros avantage, c'est que vous avez votre base de données qui est sur votre poste en physique, ce qui vient éviter de l'avoir dans un cloud, dans votre navigateur web comme Google, qui n'est pas forcément sécurisé, parce que ça peut être récupéré et exploité par des cyberattaquants. C'est une des solutions les plus sécurisées, et c'est pas pour rien que l'ANSSI la recommande. Et puis, je ne vais pas forcément vous parler particulièrement des MFA, puisque c'est vrai qu'on en a pas mal parlé avant. L'idée est vraiment de s'assurer que la personne qui se connecte
c'est bien vous. Il y a plusieurs façons de le mettre en place. Soit Microsoft l'a en natif, soit vous ne l'avez pas. Je pense notamment à toute la partie SaaS où c'est pas forcément mis en place. Vos logiciels, que ce soit des logiciels de compta, des logiciels RH, des logiciels d'applicatifs, aujourd'hui, ne sont pas forcément par MFA. C'est possible d'en rajouter. Et si c'est des sujets qui vous importent, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi, de Guillaume, de Théo, en fonction de qui est votre commercial. Et puis, sauf si tu as un petit mot pour la fin, Valentin, je vous propose d'adresser les différentes petites Je questions pense qu'il que tout pourrait a été dit. avoir. Alors, je regarde si il y en a. Pour l'instant, moi, je vois rien. Je sais pas si toi, t'en as vu, Valentin, entre-temps. Non, non plus. Alors, je vois une histoire de petits problèmes de bug. J'espère que ça n'a pas été trop embêtant et vous n'avez pas été trop impacté en général. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions particulières. Si vous avez des questions après, il ne faut pas hésiter à les mettre soit dans le chat, soit nous vous envoyer par mail. On sera un plaisir de vous répondre, soit par mail, soit par téléphone, en fonction de la difficulté de la question. Et puis, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, de bonnes vacances, et puis surtout de faire attention aussi. Ah, tiens, je viens de voir une question. Sur quel logiciel est-il nécessaire d'utiliser un MFA? En règle générale, la plupart des logiciels, c'est-à-dire tout ce qui va potentiellement posséder des données importantes pour l'entreprise. Typiquement, les données qu'on va classifier comme importantes, ça va être les données personnelles, que ce soit celles de vos employés, celles de vos clients. Donc ça peut être des RIB, ça peut être des adresses, ça peut être des noms, ça peut être des numéros de téléphone, mais ça va être aussi toutes les données qui vont être attraits à votre entreprise. Par exemple, votre logiciel de RP, votre logiciel de CRM, ça c'est des logiciels où vous avez des données clés d'entreprise sur lesquelles il vaut mieux mettre un MFA de sécurisation, surtout si vous vous connectez par un biais type SaaS. C'est-à-dire que si le logiciel il est installé en local sur votre poste, enfin sur votre serveur, pas de problème, pas de question. De toute façon, c'est la sécurisation interne pour se connecter où là, il n'y a pas de sujet. C'est normalement votre VPN qui a un MFA qui va venir vous protéger. Par contre, si c'est un SaaS, là, c'est intéressant d'avoir une double authentification parce que si quelqu'un obtient vos identifiants, il va pouvoir se connecter, exporter l'entièreté de vos données, potentiellement les détruire derrière et vous vous retrouvez avec plus aucune donnée, plus rien, et tout est aux mains des attaquants. Donc c'est la question de quel type de données j'ai derrière, il faut mettre une sécurisation. En vérité, c'est la plupart des logiciels. J'espère que ça répond à votre question. Et puis, faut pas hésiter si c'était pas clair. Parfait. Et écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite effectivement de bonnes vacances et puis une bonne journée. Bonne journée à tous.